Ce débat, vous l'attendez tous, c'est le club expert immobilier. Avec nous, fidèle au poste, le président du directoire de Primonial REM, Grégory Frappé, le directeur général d'Amundi Immobilier, Marc Bertrand, le président du directoire de La Française REM, Philippe Depoux, et le président de Perial, Éric Cosra. Messieurs, on a dans ce club expert immobilier à peu près, j'aurais tendance à dire sur ce qui s'est passé dans les événements récents, toujours une longueur d'avance. J'ai le souvenir de notre émission au mois de juillet, c'était donc avant le courrier de l'autorité des marchés financiers, où vous, Marc Bertrand, vous nous aviez dit que vous aviez diligenté des expertises et que vous en tireriez toutes les conséquences. J'ai le souvenir de l'émission du mois de décembre, où on avait été les premiers à dire que le gros sujet de l'année, alors que 2023 avait été le sujet des valorisations, le sujet de 2024 serait la liquidité. On va donc essayer aujourd'hui à nouveau de garder une longueur d'avance, de réfléchir au coup d'après, tout en regardant également le présent. On commence d'ailleurs tout de suite par le présent avec l'état du marché immobilier. Première question, Grégory, est-ce que vous sentez une différence entre premier semestre 2023 et deuxième semestre 2023 en termes d'évolution de marché ? Je pense que vous me parlez des valeurs des actifs immobiliers. Il y a effectivement la fin d'un ajustement nécessaire entre les valeurs d'expertise et ce que l'on constate sur le marché de la transaction. 2023 a véritablement été l'année de cet ajustement et les valeurs du quatrième trimestre seront intégrées au cours du premier trimestre 2024 avec ensuite des perspectives plus favorables à partir du deuxième semestre 2024. Alors ça c'est des mots, je vais vous demander des chiffres si vous voulez bien. Vous avez une caractéristique d'avoir une offre d'actifs purs, de briques et non pas de produits diversifiés. Si on regarde grosso modo ce qui s'est passé chez vous, évolution des valeurs d'expertise par exemple sur le secteur de la santé, ça donne quoi de décembre à décembre ? Il y a des briques et il y a un timing. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est l'évolution des valeurs entre décembre 2022 et décembre 2023. La santé, c'est -5, ce qui est relativement mesuré parce qu'elle n'avait pas corrigé préalablement. Le commerce. Le commerce, on est avec des situations qui vont être plus différentes, mais en moyenne, on peut être autour de -7%, et c'est la fin de l'ajustement en matière d'immobilier de commerce. Le bureau. Le bureau, c'est la classe d'actifs la plus attaquée parce qu'elle est attaquée sur le repricing, sur le prix du passif. Elle est aussi attaquée sur ses usages avec des situations très disparates. Je pense qu'entre décembre 2022 et décembre 2023, on est entre -17 et -25%. Ok, donc ça, c'est des éléments concernant les valeurs d'expertise. Je voudrais que dans ce tour de marché, maintenant, on parle avec vous, Marc Bertrand, de la situation des transactions. Est-ce que le marché redémarre ou redémarre pas en termes de transactions ? Le marché était clairement à l'arrêt. Aujourd'hui, on parlait d'effondrement, puisque c'était -50, -60% sur les volumes d'investissement du marché immobilier en 2023. Il y a des signes qu'on va qualifier d'encourageants pour ce début d'année. Un exemple, c'est-à-dire qu'un immeuble qu'on avait mis en vente l'année dernière, on avait récupéré 3 offres avec des écarts très significatifs de l'ordre de 20% entre l'offre la plus haute et l'offre la plus basse. Un immeuble relativement comparable. Alors, on parle du quartier central des affaires. Au début de cette année, on a 9 offres. Donc, déjà, un premier indice, c'est qu'il y a beaucoup plus d'offres. Et le deuxième, c'est que les 3/4 de ces offres sont dans l'intervalle de 5%. Ça, c'est des signes que l'on trouve encourageants. Plus d'acquéreurs et une formation des prix qui devient plus rationnelle. Voilà. Donc ça, c'est des signes de digestion du marché qui fait rentrer dans les prix un nouvel environnement de taux. J'ai pas dit que le prix s'était rétabli. J'ai dit que les offres devenaient très convergentes. Ok. Vous nous avez précisé, c'était un immeuble Paris, quartier central des affaires. Il y a encore on a beaucoup dit à une certaine époque que les gros immeubles, il y avait pas une transaction, hormis LVMH. On retient, mais ce qu'on avait évoqué, et ce qu'on voit dans un certain nombre de publications, de dire que prime à la centralité, prime à la qualité, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que un immeuble dans le quartier central des affaires qui fasse 100 ou 200 millions, il va avoir un acquéreur. Dès qu'on est en première couronne, c'est compliqué. Dès qu'on est en deuxième couronne, il n'y a plus d'acheteurs. Voilà, pour faire dire les choses. À noter un comportement très atypique et positif des grandes métropoles régionales, avec un marché notamment du bureau qui se tient très très bien
et avec des taux de vacances, d'ailleurs, sur le point de vue locatif, qui sont 2 fois inférieurs à ce qu'ils sont en Île-de-France. Ok, Philippe Depoux, vous aussi, vous avez arbitré sur des immeubles, vous confirmez, il y a une convergence un peu des prix entre les acheteurs potentiels ? Oui, tout à fait. On a un resserrement des fourchettes de prix et effectivement, ça ne concerne pas forcément tous les actifs. On va dire qu'aujourd'hui, il y a une prime à la relative petite taille et à la centralité et à la situation locative relativement visible. Et les acheteurs qu'on voit, c'est ça qui est étonnant aussi, les acheteurs qu'on voit sont pas les acheteurs habituels. Alors justement, qui aujourd'hui est capable de réanimer ce marché ? Alors aujourd'hui, sur des actifs, on va dire de 10 à 40 millions d'euros, on voit apparaître des nouveaux venus, les family office, ou quelque chose qui ressemble, c'est l'entrepreneur qui a réussi, qui a vendu sa boîte et qui dispose de fonds et qui clairement se positionne à la fois en opportuniste, parce qu'on est sur les prix d'atterrissage des expertises fin 2023, mais en même temps, ce ne sont pas des marchands de biens, ce sont des opérations patrimoniales. Et donc, c'est des gens qui achètent des actifs qu'ils n'auraient probablement pas pu toucher, on va dire, il y a 2 ou 3 ans, ou à des prix très, très bas. Et donc, c'est ces gens-là qu'on voit. J'ai un petit bémol par rapport à ce que dit Marc. Le constat qu'on fait, nous, c'est que ça se vend plus facilement sur Paris qu'en province. En province, on a un peu de mal. Moi, je trouve qu'on a un peu de mal à voir atterrir les valeurs, les rendements, pardon. On a un petit peu de mal à voir atterrir les rendements. Les gens restent sur une perspective de rendement très haut, avec probablement une déconnexion entre les rendements parisiens et les rendements provinciaux, prime de risque un peu supérieure. Voilà. Question, vous nous dites un peu, les family office interviennent, ça c'est des investisseurs nationaux. Est-ce que y a un espoir de voir des investisseurs internationaux ranimer le marché immobilier français ? Alors pour l'instant, dans les ventes que nous faisons, non, je ne vois aucun étranger. En revanche, nous avons des commerciaux en Asie notamment qui sont en train de faire revenir des acquéreurs asiatiques sur les marchés européens, donc essentiellement Londres et Paris. Ok. Éric Cosra, on va être honnête, donc là on voit l'état du marché immobilier, j'imagine qu'aujourd'hui vous avez tous les yeux rivés sur la situation économique et sur l'évolution des taux d'intérêt qui, in fine, c'est quand même la forte hausse des taux courts par les banques centrales qui a généré la forte baisse des valeurs immobilières. Donc vous êtes tous en train d'écouter attentivement Jérôme Powell et Christine Lagarde ? Bien sûr, on est à l'écoute de nos environnements économiques et financiers. 2023 a été l'année du réajustement donc des taux avec une importance financière, et n'oublions pas que la SCPI est là pour également distribuer une performance financière. Ce qui est assez encourageant pour 2024, c'est qu'on voit bien qu'il y a une détente des taux. Alors on ne voit pas encore l'action des banques centrales, mais on voit la détente des taux longs, et on voit bien qu'il y a un réajustement des taux qui se fait et qui permettra à la SCPI d'être un peu plus compétitive en 2024, avec justement une baisse en dehors de tout choc exogène, bien évidemment. La crise, on ne pouvait la voir venir en regardant l'évolution des foncières. Parce que les foncières, c'est de l'immobilier coté, donc on voit la valorisation que donne le marché. Je me tourne vers vous, Philippe Depoux, parce que dans votre passé professionnel, vous avez été dans une foncière. Alors, c'est pas tout à fait comparable. Il y a plus d'effet de levier dans des foncières que dans des SCPI, donc ça amplifie plus les mouvements. Est-ce que c'est un bon indicateur pour voir un peu la tendance du marché et comment elle se comporte ces derniers temps ? J'ai le sentiment, oui, parce qu'on a effectivement pu voir, à l'inverse, que les foncières avaient plongé avant le marché, parce qu'effectivement, les marchés avaient anticipé effectivement le poids de la dette, probablement le réajustement des valeurs, le réajustement des loyers, certainement. Et finalement, elles ont toutes eu un comportement d'atterrissage sur le sujet, et on a vu les valeurs remonter très clairement, et notamment sur les foncières qui sont, on va dire, sur des produits assez centraux, où la rareté crée un peu la valeur, ou en tout cas défend la valeur. Et donc oui, je pense que ça peut être un signe encourageant pour le non-coté, sachant que ce que tu viens de dire est vrai, c'est-à-dire que tout dépend de la politique monétaire, et je pense que si on commence à on doit attendre la baisse des taux des taux directeurs bancaires, eh bien ça pourrait avoir un effet négatif sur les foncières, puisqu'on attend et on a un peu anticipé cette baisse des taux longs. Juste une question, Marc Bertrand, très technique, pardon, mais on nous parle beaucoup de l'évolution des taux d'intérêt sur l'incidence des valeurs d'expertise. Qu'est-ce qu'elle est ? Parce qu'en fait, si on regarde, la dernière fois qu'on s'est parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était début décembre, on était avec un taux à 10 ans qui était quasiment au plus haut de l'année 2023.
Et puis, un mois plus tard, on était 100 points de base plus bas. Comment ça fonctionne? Il y a une incidence directe, c'est une incidence à plus long terme. Quand les experts font les expertises, ils prennent quoi comme niveau de taux sur le marché des emprunts d'État? Mais je crois qu'ils sont bien embêtés avec une telle volatilité sur des taux longs, mais le marché immobilier, mais en général, est différé de 6 à 9 mois dans sa réaction par rapport au taux. On a bien vu ce décalage se produire tout au long de la fin. Donc on n'avait pas fini de répercuter la hausse, qu'il y a eu déjà un mouvement de baisse qui d'ailleurs a tendance à se démentir, etc. Bon, on va considérer que les mouvements, on va dire, de l'ordre de 1 mois ne sont pas très pertinents sur les taux longs et que c'est la tendance un peu plus longue qui finit par se développer et se déployer dans le marché immobilier. Aujourd'hui, soyons raisonnables, on ne sait pas dans quel sens et à quelle vitesse les taux vont baisser et s'ils vont baisser. La bonne nouvelle, on ne va pas gâcher notre plaisir, c'est qu'au moins on a un environnement de taux qui a fini de monter, qui s'est stabilisé. Partons de cette hypothèse-là et déjà on sera pas mal. Ok. On le disait lors de la précédente émission, sujet valo en 2023, sujet liquidité en 2024. On attaque donc tout de suite le sujet liquidité. On aurait pu, pour présenter ce débat, faire quel avenir, quelle perspective en 2024 sur les SCPI. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on avait fait au mois de décembre. On a volontairement fait le choix d'intituler notre émission et notre débat « Quel avenir pour les grosses SCPI ?» Donc, la première partie, naturellement, sur le marché immobilier est applicable à tout le monde. Là, je voudrais qu'on rentre sur des sujets peut-être plus spécifiques aux grosses SCPI. J'ai sous les yeux, messieurs, on avait dit que lors de la dernière émission, la liquidité serait un sujet important. J'ai un sujet sous les yeux, un tableau avec les parts en attente sur la place. Donc en attente, qui sont des vendeurs mais qui n'ont pas d'acquéreurs en face. Vous êtes les plus gros gestionnaires de la place, donc pas très surprenant, mais grosso modo on vous y retrouve. Épargne foncière, c'était fin septembre avec 127 millions, PFO2 avec 100 millions, Primo Pierre avec 89 millions, Grand Paris Patrimoine avec 86 millions. Il y a BNP Paribas qui est aussi dans ce tableau, et puis on a Rivoli Avenir Patrimoine avec 45 millions. Ça, c'était les chiffres au mois de septembre. Petit tour de table. Où en est-on fin décembre? Est-ce que les parts en attente ont augmenté ou dans quel sens elles ont évolué? Philippe Depoux, je commence avec vous. Elles ont augmenté. Entre septembre et décembre, en ce qui nous concerne, elles ont augmenté. En début d'année, on tourne au-delà des 500 millions de parts en attente. 500 millions, ça représente à peu près combien par rapport à la taille des SCPI? 500 millions sur 12 milliards. Ok. Plutôt institutionnel? Début de mouvement de retail ou pas? Alors non, mouvement de retail extrêmement réduit. En fait, on a affaire, sans ostratiser personne, excusez-moi, on a plutôt affaire au sujet des sociétés civiles porteuses de parts en unité de compte. Les assureurs sur leurs fonds généraux ne sont pas en retrait. Enfin, il n'y a pas de mouvement significatif sur le sujet, et les particuliers non plus. Éric Cosra. Alors, la liquidité est importante. On peut considérer que le volume est important, mais il faut aussi le ramener à la taille de la SCPI. Et PFO2, c'est plus de 3,5 milliards. On n'observe pas. Alors d'abord, ces parts en attente, c'est quelques investisseurs institutionnels. Donc en termes de nombre d'associés, c'est très peu. Le retail, donc l'épargnant, lui, ne met pas ses parts en attente. Après, le turnover classique, et l'épargnant là est bloqué par les parts institutionnelles. Et c'est un sujet dont nous nous préoccupons beaucoup. Et notre priorité, c'est effectivement de trouver des solutions de liquidité avec les institutionnels. Mais on n'est pas magicien non plus. Ok, on va voir les solutions. Grégory Frappé, part en attente? Écoutez, le même constat, 90 millions d'euros peu ou prou au 31 décembre 2023. On s'attend à voir ce niveau évoluer à la hausse, de façon raisonnable en revanche. Mais le constat qui est extrêmement important, c'est de dire que les particuliers qui sont rentrés dans ce type de produit, parfois avec des emprunts, à un moment où ceux-ci étaient entre 1 et 2%, ne sont pas vendeurs parce qu'ils ne pourraient pas se repositionner, même sur des néo-SCPI, avec des conditions de financement identiques. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est celle des institutionnels qui mettent des parts significatives à l'arbitrage parce qu'elles sont à la recherche de liquidité. Et cette problématique pour moi, c'est d'avoir un carnet d'ordre unique entre les instituts et les particuliers, parce qu'il faut purger les uns
avant de sortir les particuliers qui, naturellement, au moment d'une succession, au moment d'un événement de vie particulier, vont être à la recherche de liquidité. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Choupinette, si jamais elle a perdu son père ou sa mère, eh bien, elle devra attendre avant de pouvoir récupérer son argent sur les parts de SCPI, parce qu'il y a tous les assureurs de la place qui sont devant. Marc Bertrand, part en attente, ça bouge comment ? Je reste très dans la ligne de ce qu'ont dit mes camarades, mais vraiment ce qui caractérise le plus le marché, c'est quand même le tarissement de la collecte, mais il n'y a pas eu d'augmentation des mises en vente, et notamment de la part des particuliers. Par contre, c'est quelque chose qui se stratifie gentiment parce qu'il n'y a pas d'écoulement de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un point de préoccupation parce que dans cette phase, et on l'a dit, d'ajustement du marché immobilier, c'est déjà pas très, très simple à expliquer à des épargnants au final, mais quand en plus ils sont contraints sur la liquidité, aujourd'hui c'est encore à bas bruit, mais ça ne le restera pas. Donc il faut trouver des solutions. Alors justement, il faut trouver des solutions. Si vous le voulez bien, on va faire maintenant un tour de table. C'est le grand plaisir que j'ai d'animer des émissions avec toujours les mêmes intervenants, c'est qu'on peut suivre les discours dans le temps et puis on peut apprendre, on peut aussi progresser. Cette émission a aussi une fonction éducative. Donc je voudrais qu'on ouvre la boîte à outils des SCPI pour gérer de la liquidité. Je vous ai entendu parler de possibilité de créer des fonds de remboursement. La réglementation a évolué puisque l'AMF a fait bouger sa norme sur la compensation différée. La compensation différée, on explique, c'est la capacité pour une SCPI à capital variable qui reçoit des capitaux, finalement, quelques mois plus tard, de les rendre à des gens qui veulent sortir dès lors qu'ils n'ont pas été investis. Il y a la réduction des délais de jouissance. Il y a autre sujet qui avait été évoqué lors de la dernière émission, le marché du gré à gré. Petit tour de table avec, pour chacun d'entre vous, dans vos situations, qu'est-ce que vous pensez de ces différents outils ? Quels sont ceux que vous avez envie de mettre en œuvre ? Et est-ce que la boîte à outils vous paraît être suffisante pour résoudre les problèmes ? Éric Cosra, tiens. Alors, je vais pas revenir sur l'ensemble des outils qu'il y a et on les connaît. Moi, j'ai juste un credo, c'est que la vente au sortant ne doit pas défavoriser, avoir un impact négatif sur ceux qui sont fidèles et qui veulent rester. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est par rapport à notre marché secondaire qui est, les parts en attente qui sont détenues par 3 ou 4 investisseurs institutionnels. On est dans un sujet de bloc, et donc c'est de trouver des contreparties en bloc. C'est sur quoi nous travaillons. Et pour rejoindre l'attrait des investisseurs immobiliers sur certaines classes d'actifs, sur certains actifs immobiliers, on retrouve également donc des institutionnels qui sont a priori intéressés par des cessions de blocs. Voilà, on en est au démarrage. Il a fallu attendre, nous, le résultat des valeurs d'expertise de fin d'année qui a confirmé le fait que notre alignement des valeurs d'expertise projeté au 30 juin était juste. Et donc, maintenant, nous allons effectivement attaquer avec, prospecter ces investisseurs avec une vision sur nos SCPI 2024 qui est beaucoup plus claire. OK. Marché, donc, plutôt gré à gré de bloc. Philippe Depoux, vous, le fonds de remboursement, ça vous tente ? Alors oui, alors je voudrais juste peut-être dire avant le fonds de remboursement, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, et c'est la collecte. Il y a quand même un peu de collecte, et donc je rebondis sur ce que tu disais. On a, je crois, assez défendu nos porteurs de parts actuels pour redonner de la confiance sur le produit qui continue à distribuer, la SCPI, et donc n'oublions pas qu'il peut y avoir un peu de collecte et qu'elle peut redémarrer. On offre des rendements, on offre des perspectives. Les baisses de valeur ont quand même déjà largement été entamées, voire terminées, on en reparlera. Donc, la collecte. Ensuite, oui, on a vu les volumes de parts en attente, on a mis en place un programme de cession d'actifs pour alimenter des fonds de remboursement. Et ce programme de cession d'actifs, encore une fois, on le voit aussi dans la perspective et l'intérêt des porteurs de parts actuels, c'est-à-dire qu'on refuse des moins-values et des décotes. Donc on vend au prix de l'expertise. Et du coup, on se retrouve avec finalement une espèce d'effet neutre sur les parts actuelles, et ça permet de dégager des fonds de remboursement. On a utilisé un tout petit peu la compensation différée sur une SCPI en particulier. Et enfin, les confrontations dont tu parlais sont des choses qui font partie des outils qui peuvent être utilisés, donc qui seront utilisés dans le futur. Marc Bertrand.
Pour ce qui nous concerne, le fonds de remboursement, on pense que ça nous amène plutôt à céder des bons immeubles dans un marché qui n'est pas facile. Donc, on préfère réserver, on est réservé sur l'utilisation de cet outil. Les efforts pour relancer la collecte, oui, parce que c'est la voie naturelle d'animation de la collecte d'une SCPI, bien sûr. Moi, ce que j'observe, c'est que malgré tout, pour la collecte, les SCPI qui collectent aujourd'hui ont des taux de rendement qui sont plus proches de 5,50 qu'autre chose. Et pour un certain nombre de SCPI, on n'y est pas. Donc, il y a, dans le sillage des valeurs d'expertise, il y a un sujet de réattractivité par la valeur. Il faut quand même dire les choses. Donc ensuite, pour réatteindre recréer cet équilibre-là, il va y avoir soit un mouvement sur le prix de la part, soit une animation de marché des parts avec un flottement de prix de part. Pour ce qui nous concerne, on a toujours les deux options, et nos statuts sont d'ailleurs permettent en fait, j'allais utiliser l'expression, de débrayer au besoin la variabilité du capital pour organiser un marché des parts. Mais il y a beaucoup de contraintes et de considérations autour de ça, et c'est toujours en réflexion chez nous. On va revenir là-dessus. Grégory Frappé, sur la boîte à outils. La SCPI, c'est un produit dont la liquidité est extrinsèque. Il n'y a pas de liquidité qui est organisée par le produit en lui-même. Ça veut dire que ce sont les flux de collecte qui permettent d'assurer la liquidité. Pour ce faire, une double exigence, un travail d'asset management renforcé pour maintenir la distribution en euros et donc la promesse client historique, pour ne pas renforcer des flux de retrait par une déception sur la distribution. Et la deuxième, et c'était un peu le sens de notre introduction, c'est la vérité sur les prix pour permettre un point d'entrée qui corresponde à un point bas du marché immobilier et qu'il n'y a pas de sortie d'anticipation sur des valeurs à la baisse. Le deuxième mécanisme, c'est bien évidemment de désengorger les carnets d'ordre en traitant les institutionnels et vraisemblablement par gré à gré. Ils ont à date la vérité sur les prix et peuvent, pour certains d'entre eux, accepter des décotes. Moi, j'appelle ça des écarts d'attractivité, des écarts de liquidité. Et enfin, il faudra réfléchir, mais à moyen terme, sur des mécanismes, soit des mécanismes d'arbitrage pour nettoyer les portefeuilles et doter des fonds de remboursement suite à la cession d'actifs non stratégiques, parce que le monde immobilier a beaucoup évolué. Et enfin, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion plus large sur une liquidité par le haut, sur un marché secondaire, qui permette non pas de déprécier les portefeuilles immobiliers, mais de donner, comme pour les institutionnels, aux particuliers de savoir quel est le prix de leur liquidité. Parce qu'en fait, entre se positionner sur ce que vous appelez les grosses SCPI, une SCPI historique, avec des portefeuilles de qualité, mais qui ont le plus souffert par le poids relatif de la décompression des taux, est-ce que c'est pas mieux que d'aller sur une SCPI qui a un seul actif, un franc prix à 6%? Moi, je ne sais pas, par exemple. Alors, on va revenir sur ces sujets-là, parce que je vois que visiblement, on est déjà parti dans de nombreuses solutions. Pardon, Grégory, mais je vais revenir sur des sujets très basiques. Basiques pour le client final et basiques pour le distributeur. La fonction première historique de la SCPI, c'est de distribuer du revenu. Donc, quand vous faisiez d'ailleurs des montages en souscrivant à crédit avec les revenus qui avaient vocation à rembourser partiellement le crédit. Donc, le revenu est quelque chose de capital sur la SCPI. Donc, ma question est simple, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table. Est-ce que vous avez, en 2023, tenu ou pas vos objectifs de distribution en euros? Pas en pourcent, parce que ça, c'est en euros. Grégory. Alors, les taux d'occupation étaient très bons, les niveaux d'impayés ont été très faibles et les loyers ont été indexés. Il y a eu des éléments positifs. En revanche, le coût de la dette a été un facteur défavorable sur les rendements. Donc, on a fait en 2023, on a tenu nos objectifs en euros, mais on aurait pu faire mieux s'il n'y avait pas eu le coût de la dette. OK, 2023. 2023, Marc Bertrand, sur les SCPI de chez vous. Exactement la même morphologie de résultats, donc des plus, des moins, et au final des revenus en euros stables, des résultats stables en 2022-2023. Philippe Depoux. Pareil.
Alors, nos objectifs en taux de rendement, donc je peux... Non, 2023. 2023 d'abord. On a respecté la fourchette 2023 en taux de rendement et nous avons eu, sur une SCPI, une légère baisse du dividende. Ok, 2024, Eric, puisque je suis avec vous. Alors, 2024, nos objectifs de rendement, ils s'échelonnent entre 4,70 et 6,30. Et en euros? Et en euros, Parce que c'est ça qui rembourse mon crédit. Tout dépend des produits. Il y a certains produits qui sont stables, des produits où nous allons augmenter le dividende à travers des distributions de plus-value, et puis un produit, voilà, et un produit où on est un petit peu, en tout cas, interrogatif. Encore une fois, nous n'avons pas toutes les données nécessaires sur la perspective 2024. Ok. Grégory Frappé, 2024. En commerce, dans notre SCPI de commerce, on va augmenter la distribution en euros suite au travail d'asset management. En matière de santé, on va maintenir les distributions en euros. En immobilier résidentiel, on va maintenir également les distributions en euros. Et la classe d'actifs du bureau, par le nécessaire travail d'asset management, pourrait être attaquée. La question, est-ce qu'on compensera par de la distribution de report à nouveau ou de produits de cession? C'est une question qui est encore ouverte à date. Marc Bertrand. Résultat stable, perspective de distribution stable, mais comprenant toujours une part de distribution de réserve de plus-value. Philippe Depont. J'allais dire pareil, c'est-à-dire on prévoit de distribuer au moins en euros autant que l'année dernière, voire sur certains véhicules un tout petit peu mieux. Et ça, c'est plutôt favorisé par notamment des plans de cession qui, étrangement, génèrent quand même des plus-values. Ok. Parce qu'on a des actifs détenus depuis longtemps. Ok. Donc si je comprends bien, on bétonne sur la distribution, quitte à piocher un peu sur les plus-values, etc., pour dire, pour envoyer le message aux clients et aux distributeurs, notre vocation, c'est de distribuer du revenu et quelle que soit l'évolution des marchés de l'immobilier, on est droit dans nos bottes dans notre distribution. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet de la liquidité. Parce que lors de la dernière émission, on avait ouvert une porte qui était le passage à capital fixe en disant mais aujourd'hui on a d'énormes difficultés parce que les valeurs d'expertise on ne sait pas trop. Vous avez d'ailleurs vu un de vos concurrents qui a communiqué sur le fait qu'il avait vendu en 2023 avec 18% de plus-value sur ses valeurs d'expertise. Personnellement, moi je trouve ça très bien, mais je me suis toujours posé la question en disant mais c'est quoi ces valeurs d'expertise? Et entre la valeur d'expertise qui tient compte de l'immeuble qu'on va garder 10 ans ou qu'on doit vendre tout de suite, etc., j'avoue que je pense que celui qui arrive à faire bien comprendre le sujet des valeurs d'expertise, il est balèze. Donc, SCPI à capital fixe, on l'avait évoqué la fois précédente, passer quelques petits coups de téléphone à des gros porteurs, puisque ceux que vous m'avez cités, les institutionnels, et a priori, ils n'en veulent pas. Donc, question, comment on arrive à trouver des solutions face à ça? Tout à l'heure, Grégory, vous nous avez dit, la caractéristique de la SCPI, c'est que sa liquidité, elle est extrinsèque. C'est-à-dire, ce n'est pas la SCPI qui l'a fait. J'ouvre juste une petite parenthèse. SC, je reviens au mois de septembre. Ce qui s'est passé chez vous sur Capimont, c'est qu'il y a eu une décision qui a été prise pour revoir la valeur et en disant, mais finalement, il faut intégrer dans la valeur de la SC l'élément de liquidité puisqu'il y a des gens qui doivent sortir. Est-ce que il faut envisager ce même principe sur la SCPI? Écoutez, déjà dire un mot sur les assureurs. Eux, ils ont le légitime souci d'aligner les conditions de la liquidité qu'ils offrent aux assurés avec ceux que la société de gestion doit aux assureurs. Donc, ces échanges, ils sont techniques, mais ils sont, de mon point de vue, légitimes. Et les textes actuels, parfois complexes et obsolètes, n'offrent pas ce parfait alignement. L'assureur, donc, il porte la liquidité. Et par exemple, un des freins du capital fixe, pour lui, c'est 140 millions d'euros de volume de transactions sur le marché du secondaire des capitals fixes, versus en 2022, 10 milliards de collectes positives sur les SCPI en capital variable. Donc, on voit que à date, il pourrait à la fois assurer la liquidité avec des conditions non alignées et avec des volumes faibles. Ce que nous avons imaginé, c'était assez innovant. Il a fallu embarquer l'autorité des marchés financiers, il a fallu embarquer l'ACPR, la collectivité des associés, c'est de se dire,
Si à un moment, l'assureur a porté de la liquidité et que nous lui devons, dans ce cas de figure, comme la liquidité se veut intrinsèque sur les produits SC, mettre en place un produit d'arbitrage pour rembourser l'assureur. Et au cas particulier, on voit que les valeurs d'expertise, qui sont des valeurs de détention moyen ou long terme, ne correspondaient pas à la valeur vénale instantanée dans un marché extrêmement stressé, où les assureurs ne sont plus à l'achat, les collecteurs d'épargne ont du volume. Et tout à l'heure, on parlait des family office ou des gens qui font du 150 obétaires. On parle d'actifs de 20, 30, 40 millions. Marc le disait, 67% de volume en moins l'année dernière. On voit que les volumes ne sont pas là. Donc la proposition, elle a été de dire quoi ? Habituellement, un rendement ou une valo, c'est l'OAT 10 ans plus une prime de risque. Moi, je pense que quand il n'y a pas d'acheteur, la prime de risque, même si les taux baissent, elle doit monter. C'est ce que moi j'appelle la prime de liquidité, la prime de réattractivité. Et donc, à concurrence d'un plan d'arbitrage, on a proposé de mettre en place cette prime d'attractivité pour aller vendre, se donner une chance de vendre les actifs, parce qu'il n'y a pas mille moyens d'assurer la liquidité, et c'est les ventes d'actifs sur les produits où c'est intrinsèque qui doivent le faire. Marc Bertrand, votre réaction là-dessus, et comment, quelque part, expliquer, je dirais, la spécificité, parce que dans l'esprit de tout le monde, une valeur d'expertise, c'est dans le jargon, c'est boursier, c'est mark to market, c'est-à-dire quelle est la valeur de l'immeuble si on le vend aujourd'hui. Or, en pratique, c'est pas tout à fait ça dans le monde de la SCPI. Comment expliquer qu'éventuellement, aujourd'hui, on pourrait être amené à baisser le prix des parts, non pas pour des raisons de valorisation telles que ce qu'on a connu l'an dernier, mais pour des raisons il faut désengorger le marché secondaire. Alors, déjà, sur la partie, il y a deux questions. C'est comment est-ce qu'une expertise ne peut ne pas être collée au marché ? Justement, si on va voir un expert, c'est parce que le marché, c'est un actif non coté. Il y a une illiquidité intrinsèque au marché immobilier, c'est-à-dire que c'est pas parfait, donc il n'y a pas de cotation en continu de la valeur d'un immeuble. Donc on va voir un expert. Et c'est un exercice qui est en général localement critiquable, mais qui est globalement assez valable. Il est fait sous un certain nombre d'hypothèses qui sont dites de continuité d'exploitation, c'est-à-dire qu'on prolonge l'usage de l'immeuble. Ils sont faits sous l'hypothèse d'avoir un temps raisonnable pour qu'un acheteur et un vendeur se mettent d'accord. Donc, c'est globalement un exercice qui donne de bons résultats, mais dans les phases de marché très stressées, comme celle qu'on a traversée en 2023, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, ne crions pas haro sur les expertises, c'est facile de taper sur le thermomètre, ça soulage, mais c'est pas très utile. La deuxième partie de la question, c'était grosso modo comment on peut expliquer ça au client, alors que le client et d'ailleurs le conseiller se dit la valeur d'expertise c'est la valeur de marché, donc la liquidité est incluse dedans, quoi. Non. Quand l'hypothèse sous-jacente d'une valeur d'expertise, c'est qu'elle se déroule dans un marché raisonnablement liquide. Quand cette hypothèse-là n'est pas là, il peut y avoir des écarts. Ce que je citais tout à l'heure, c'est des écarts de 20% sur un même immeuble. La valeur d'expertise était quelque part au milieu de ça. Voilà. Mais ça n'était pas... il y a des différences d'appréciation. Quand il y a peu d'acteurs, ils ont des vues très différentes. Voilà. Donc ça n'est pas... une malhonnêteté, une erreur. Non, c'est un état de fait que l'expertise ne correspond pas à un exercice en phase de marché très stressé. Ok. Éric Kostra, si on regarde les valeurs de part chez vous, donc vous nous aviez dit la fois précédente que vous aviez fait des expertises, non pas simplement au 30 juin, mais en anticipant les tarifs du mois de décembre. Ça veut dire stabilité des valeurs de part chez vous ? Oui. On ne baisse pas les valeurs de part puisque nos valeurs d'expertise de fin d'année sont alignées sur notre décision d'ajustement des prix de septembre. Donc nous avons anticipé et nous avons réussi notre anticipation. Ce que je veux dire, c'est que je reviens sur, il ne faut pas confondre la valeur et le prix. Et donc l'immobilier, il n'y a pas de marché permanent, et donc la valeur d'un immeuble, le prix d'un immeuble, c'est le prix de transaction. C'est-à-dire que une fois qu'il est effectivement vendu, et ça, voilà, c'est la réalité du marché. La valeur, c'est la difficulté d'estimer un patrimoine qui n'est pas forcément en vente, qui obéit à des différentes appréciations, et on a vu la montée des taux de capitalisation financiers, et on a vu l'ajustement brutal que nous avons connu, qui est l'ajustement avec les taux, mais également aussi le changement de comportement des experts
indépendants, qui ont été beaucoup plus, je dirais, financiers, à l'anglo-saxonne, comme on dit, et beaucoup moins patrimonial. Et donc, nous avons ces différentes valeurs qui permettent de donner une estimation, mais qui ne permettent jamais de donner un prix de transaction. Allez, distinguer la valeur du prix, ça va faire plaisir aux investisseurs boursiers value, parce qu'effectivement, c'est des notions qu'on utilisait peu en immobilier et qu'on utilise pas mal en bourse dans l'évaluation des boîtes. Philippe Depoux, valeur de part à la française? Alors, les valeurs de part sur la fin 2023, elles ne bougeront pas. On avait fait l'exercice en septembre 2023 d'anticiper la fin d'année. C'est pas un exercice facile, mais on l'a fait et on a pu constater en fin 2023, comme le disait Marc, il y en a qui sont plus hauts, il y en a qui sont plus bas, mais au global, on a un atterrissage conforme à ce qu'on avait anticipé. Donc pas de modification de part. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur la valeur et le prix. On l'a abordé tout à l'heure, mais pas suffisamment. On ne sait pas trop à quel rythme les taux bancaires vont baisser, mais ce qu'on constate aujourd'hui dans l'atterrissage, c'est que en gros l'OAT se stabilise autour des 2,70. Et quand les actifs prime se traitent aux alentours de 4,10, on a une prime de risque qui est à 130 points de base. Ces 130 points de base, c'est exactement les niveaux de prime de risque d'avant la période 2011-2021, où l'argent était gratuit et abondant, et où les primes de risque étaient remontées à des niveaux débiles de 300 points de base. Donc on est revenu à un niveau d'étiage de la prime de risque d'avant cette période norme. Ça, c'est marrant parce que ça m'amène à la suite. On vient de regarder l'état du marché de l'immobilier, on vient beaucoup de parler de ces sujets de liquidité avec comment on arrive à s'en sortir pour qu'on ne se traîne pas des parts en attente, des carnets d'ordre en attente pendant des plombes. Essayons un peu de réfléchir sur je rebondis sur ce que vous venez de me dire, Philippe Depoux, sur la prime de risque. Est-ce que aujourd'hui, il vous semble que les grosses SCPI ont grosso modo un rendement qui est proche de la moyenne du marché, et c'est normal parce que c'est elles qui pèsent le plus, et que comme la moyenne est pondérée par les encours, c'est elles qui font la moyenne, c'est aussi bête que ça. Est-ce qu'à votre avis, on arrive aujourd'hui, dans l'environnement concurrentiel, à vendre de la SCPI avec un taux de distribution aux alentours de 5%? Alors, j'allais dire oui, puisque, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, on a encore de la collecte quand même si elle est effectivement dans des niveaux de collecte bien inférieurs à ce qu'on a pu connaître en 2022, pardon. Mais oui, il y a encore un peu de collecte. Et puis, je dirais que c'est ce qu'on disait tous tout à l'heure, c'est qu'on annonce d'ores et déjà combien de produits financiers sont capables de dire, un an avant, je vais te distribuer ça. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on continue à distribuer. On est dans l'objectif de la SCPI. Rappelons-le, martelons-le. Ça peut paraître trivial, mais c'est un produit de complément de revenus à long terme. Et donc, on distribue et on continue à distribuer. Donc, du 5%, même du 5% moins, il n'y a rien de... Marc Bertrand, d'horrible. Votre sentiment? Parce que tout à l'heure, j'ai senti... Oui. Je rappelle, on avait fait lors de la dernière émission un sondage auprès des conseillers en gestion de patrimoine qui nous avaient dit qu'ils étaient prêts à mettre la SCPI en tête de gondole dès lors qu'ils avaient 5,4 de distribution. Je pense que moi, effectivement, 5 est un petit peu court aujourd'hui par rapport à l'environnement de taux. Et quand je dis environnement de taux, il y a deux composantes, c'est-à-dire des taux qui ont beaucoup réaugmenté. Et le deuxième phénomène qui est un peu plus discret, mais tout aussi, un peu plus pernicieux et qui touche beaucoup, c'est la structure inversée des taux. En clair, quelqu'un qui met un placement en monétaire, sans risque de duration, sans s'ennuyer, garantie en capital, bref, investisseur paresseux, gagne quasiment la même chose que celui qui prend un peu plus de risque de duration. Et quand on prend l'immobilier qui malheureusement est matraqué d'un point de vue fiscal, donc avec de l'IFI, de l'impôt sur le revenu jusqu'à des taux confiscatoires, il faut, je pense, aujourd'hui un peu plus que 5%. Quand on regarde d'ailleurs les SCPI qui ont collecté sur le dernier... c'était au 3T, mais chiffre date un peu, on verra ce que dit le quatrième. On était plutôt aux alentours d'une moyenne pondérée de 5,50, qui est en phase avec le chiffre que tu as cité tout à l'heure de 5,40. Ok, je voudrais qu'on challenge quelques idées. On ressent bien, on a une crise, donc certains vont la subir plus que d'autres en fonction des choix qui ont été faits. Donc on va revenir sur les valeurs, de dire il faut plus diversifier les portefeuilles quand on va avoir concentré des portefeuilles sur des SCPI qui ont souffert. Donc on va préparer ce travail d'après.
Grégory Frappé, je viens vers vous pour vous poser une question simple. On a souvent vendu les grosses SCPI comme étant une très bonne solution. Et en particulier, on a dit, leur caractéristique, c'est qu'étant donné qu'elles sont grosses, elles sont liquides, elles sont plus liquides que les autres. Or, naturellement, quand on regarde les parts en attente, c'est plutôt du côté des grosses que des petites. Est-ce que cet argument tient encore ? Moi, je pense qu'il tient complètement et qu'il est véritablement fondé, dans la mesure où, au-delà de cet événement de liquidité, c'est la meilleure mutualisation du risque locatif et géographique pour un produit de rendement. Alors, vous faites un peu plus le bêta du marché, vous êtes moins générateur d'alpha, mais si vous avez une petite SCPI avec 5 actifs et que 1 ou 2 deviennent vacants, c'est pas la même chose que sur une grosse SCPI où, en moyenne, vous allez avoir des taux d'occupation de l'ordre de 95%. Le vrai sujet, peut-être petite versus grosse, c'est le timing market. Quand vous avez un poids relatif du stock qui est très fort par rapport au flux de collecte qui permet d'investir dans les nouvelles conditions de marché, vous êtes en capacité de changer le profil de performance de votre fonds. Donc ça fait un avantage aux petits. C'est-à-dire vous vous exposez aujourd'hui à des nouvelles conditions de marché. Mais à terme, parce que les cycles, ils sont très longs, il y a plus d'intérêt pour un épargnant qui rentre dans les bonnes raisons pour avoir un revenu en euros stabilisé sur la durée. Il aura une meilleure mutualisation du risque et donc à la fin, selon moi, une meilleure liquidité. Mais rentrer aujourd'hui sur une SCPI qui se crée, c'est prendre un risque de non-mutualisation, mais c'est aussi s'exposer à un nouveau profil de performance. Philippe Depoule, sentiment sur les actifs. On a parlé tout à l'heure des tailles des actifs sur lesquels il y avait de la demande. On disait, quand on est quartier central des affaires, grands immeubles, etc., on est plus sûr que sur le reste. Est-ce que là aussi, cette idée, ça mérite d'être challengé ou pas, au vu de ce qui vient de se passer? Sur la taille des actifs ? Ouais. La taille d'un actif, elle est liée à son marché. En fait, la liquidité, c'est toujours ce qu'on analyse. Je crois qu'on achète un actif, on analyse sa liquidité dans son marché. Pardon, je vais être un peu provocateur, mais faire un 50 000 m² à la Défense, il y a rien de bizarre. Parce que c'est un marché de grande surface. Vous faites un 50 000 m² à Nîmes, vous avez un problème. Même si la ville de Nîmes a un immobilier qui va très bien. Donc, faut toujours surveiller la liquidité de son produit dans son marché. Je peux pas trop dire plus que là-dessus. Éric Cosserin, je viens vous chercher sur un sujet que vous aimez bien. L'ISR, la qualité des immeubles, etc. Est-ce que ça vaut encore le coup quand on voit que finalement les experts... grosso modo, ils nous mettent pas de surcote quand on a un immeuble qui est bien. C'est exact. Nous, dans nos campagnes d'expertise, on n'a pas vu de surcote, malgré un effort des experts de faire des grilles environnementales. On sent que c'est pas encore totalement intégré dans leur technique. Je suis convaincu qu'on le verra dans l'avenir. Je pense aussi que on parle beaucoup d'un momentum à l'heure actuelle, d'un momentum de taux, d'un momentum de marché, d'un momentum de liquidité. Certes, on a des grosses SCPI, certes, nous avons beaucoup collecté, nous avons tous acheté en haut de cycle. Ça ne remet pas en question la pérennité de l'immobilier. C'est-à-dire que, aussi, pourquoi l'épargnant investit dans l'immobilier, c'est ce long terme, c'est cet actif intangible sur lequel on garde longtemps. Et on voit bien que nos associés gardent leur part plus de 20 ans. Donc, je pense qu'il faut ne pas perdre de vue cette perspective long terme et dans laquelle l'ISR joue, parce que l'ISR, c'est l'immobilier de demain. Et c'est un immobilier vertueux, c'est un immobilier dans lequel on aura fait des travaux, dans lequel on aura réduit les charges aussi. Et je pense aussi que dans nos travaux d'asset management, nous, on a pu effectivement améliorer les résultats locatifs de nos SCPI en 2023, également par la réduction des charges. Donc revenons à ces fondamentaux d'acteurs immobiliers et non pas uniquement sur des momentum qui ont été favorables à l'immobilier, qui le sont moins maintenant et qui reviendront. Et on gère des cycles immobiliers. Et nous, notre rôle de société de gestion, c'est de gérer une succession de court terme dans une perspective long terme. Ok, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble depuis le début de l'émission. Je voudrais vous poser 2 dernières questions très rapidement. Je vous demande des réponses très, très courtes. Est-ce qu'il faut quelque part faire évoluer la nature du produit SCPI en acceptant plus de volatilité, notamment sur le prix départ? Parce que grosso modo, on a passé 15 ans en train de se dire que le prix départ ne pouvait que monter.
et peut-être aussi que les experts vont changer un peu de comportement puisque les experts français ne se comportent pas exactement comme les experts britanniques. Donc, est-ce que dans l'évolution du produit, il y aura plus de volatilité sur le prix des parts? Marc Bertrand, votre sentiment en 2 mots. Adapter, oui. Changer la nature, non. C'est-à-dire que là, c'est clair que les cycles se déroulant de façon plus courte, enfin, regardons la vitesse à laquelle se sont adaptés, enfin, ont évolué les taux. Avoir des cycles de réaction d'1 an par rapport à ça, ça n'a pas de sens. Donc, la réglementation, enfin, la LMF, d'ailleurs, on a pris conscience, avec un courrier. Maintenant, on parle d'avoir des expertises tous les 6 mois. Bon, ça paraît une adaptation normale. Est-ce que ça change profondément la nature du produit? Je pense que 90% du temps dans lequel les expertises varient en général entre 1 et 3% sur l'année, basta, ça va rien changer. Grégory Frappé? Moi, je pense qu'on n'est pas gêné de se dire que la valeur de son immobilier résidentiel, fût-il résidence principale, va varier. Et pourquoi on refuserait à la SCPI cet ajustement au cycle? Et je pense même que c'est plus de maturité de se dire il faut que le rendement en euros il soit au rendez-vous, mais qu'en revanche, oui, la valeur, elle peut varier, il en restera un actif réel, quoi qu'il en soit. Éric Cosserin? Oui, moi je crois qu'il faut que la SCPI s'adapte à ces marchés, à un environnement qui est beaucoup plus, qui s'accélère, qui est beaucoup plus erratique qu'il n'a été par le passé, et que nous ne vivons pas dans une bulle, nous investissons dans l'immobilier, dans les marchés immobiliers, et que nous aurons à gérer une succession de court terme avec des sujets beaucoup plus volatiles qui ne remettent pas en question l'investissement long terme des associés. Philippe Depoux? Je pense que les outils en place ont été largement bien calibrés pour s'occuper d'un actif long terme et donc pour essayer notamment sur la fameuse fourchette plus 10, moins 10, décréter à la baisse, mais comme à la hausse. On a quand même oublié que les années précédentes, ça avait aussi gentiment monté. Là, ça a d'un coup baissé. Donc, je pense que les outils actuels ont une certaine vertu pour finalement, pas comme tu disais tout à l'heure, de passer par le long terme l'ensemble des cycles et non pas de faire du yo-yo. Ok, merci à vous 4 d'avoir été avec nous. J'avais une dernière question que je ne vous poserai pas, qui était de savoir si vous avez prévu de lancer des nouveaux produits dans l'environnement actuel. Bah écoutez, pour l'instant, je les ai pas vus annoncer. Donc, sachez que la prochaine émission, c'est dans 3 mois. Donc, je vous donne le calendrier de travail si vous avez envie d'en parler la prochaine fois. En tout cas, je vous la poserai. Merci à tous les 4 pour ce point très précis sur ce qui est en train de se passer sur l'immobilier, sur des problèmes de liquidité, sur les éventuelles évolutions de parts et sur un peu les réflexions qu'on doit avoir sur ce placement qui vit une crise, comme on a connu il y a de cela quelques années. C'était en 1990 et qui s'en était sorti. Donc, on a creusé aujourd'hui un certain nombre de voies. Merci à tous les 4. Tout de suite, une femme dans l'actu.